Eh oui, sinon on t'entend rien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous encore cette année pour animer les conférences d'IFTM Top Resa. On est dans un nouveau système de Silent Room. Donc vous devez avoir un casque pour nous entendre, sinon vous n'allez pas nous entendre. Donc je vois madame qui n'a pas de casque là devant. Prenez, c'est juste à l'entrée là. C'est juste ici à l'entrée, vous avez des casques. C'est très facile, vous allez voir. C'est très facile d'utilisation. Vous en avez tous un. Voilà, ça devrait pouvoir marcher correctement. Alors, on a voulu commencer ce cycle de conférences d'IFTM Top Resa par un sujet qui est un peu entouré de confidentialité, de secrets. C'est vrai qu'en France, l'industrie du voyage se distingue par la présence d'un grand nombre d'acteurs, des entreprises le plus souvent d'ailleurs de petite taille. On parle d'un secteur atomisé, d'un secteur historiquement atomisé, à telle enseigne que la consolidation de cette industrie, c'est-à-dire le regroupement d'entreprises par le biais de fusion-acquisition, revient régulièrement sous les feux de l'actualité. Alors, dans quel moment est-on aujourd'hui ? Le contexte actuel est-il favorable ou non à la consolidation de l'industrie que nous réservent les prochains mois, les prochaines années, alors que la pression climatique se fait chaque jour plus forte et que l'intelligence artificielle pourrait aussi constituer un bouleversement majeur? Au fond, on va se demander à quoi sert la consolidation. Que recherchent les entreprises qui se lancent dans cette fusion-acquisition, qui profitent finalement de cette consolidation, les consommateurs, les actionnaires, le secteur dans son ensemble. Une industrie en phase de consolidation est-elle le signe d'une bonne santé du secteur? On a donc beaucoup de questions en suspens et pour y répondre, on a vraiment réuni un plateau de premier choix, ce qui se fait de mieux sur le sujet avec 4 acteurs absolument majeurs de la consolidation dans le voyage en France. On va commencer de ma gauche vers ma droite. On va commencer avec Christian Sabac, qui est donc le président fondateur de Travelsoft et d'Orchestra, la fameuse plateforme de réservation de voyage qui équipe la plupart des tours opérateurs et un grand nombre d'agences online et offline. Il a commencé son développement international en rachetant un confrère en Allemagne en 2022. Il s'est implanté depuis en Espagne et a racheté en mai dernier 3 autres acteurs européens de la Travel Tech. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 600 collaborateurs. Il traite un volume de 35 milliards d'euros contre 5 milliards d'euros il y a 2 ans. Donc on voit bien la progression et on va en parler avec lui. À sa droite, on a le grand plaisir d'accueillir Laurent Abitbol, évidemment, le patron de Marieton, qui, en l'espace de 15 ans, 20 ans, a transformé une petite entreprise familiale locale en un mastodonte du tourisme qui affiche aujourd'hui 2,2 milliards d'euros de volume d'affaires. Il rassemble aussi 1600 salariés et 530 agences de voyage parmi les marques les plus connues. Havas Voyage, bien sûr, mais aussi ailleurs. Voyamar, Austral Lagon, Eliade et j'en passe. Et puis, il y a quelques jours, évidemment, on a appris qu'il mettait la main sur Premium Travel. Je crois que Premium Travel, il nous le confirmera, c'est sa 30e acquisition en l'espace de 15 ans. Hier à 2h45. Hier à 2h45 exactement, les papiers ont été signés. Mais voilà, 30 acquisitions en l'espace de 15 ans, soit un rythme de 2 acquisitions annuelles. On en parlera évidemment avec lui. On a également l'immense plaisir à sa droite d'accueillir Ziad Minkara, qui est le patron de CDS Group, la grande place de marché française de l'hôtellerie d'affaires, qui a racheté, lui, en 2022, Ride Travel, un outil de réservation électronique qu'il a rebaptisé Goelet et qui a mis un pied en Allemagne aussi en 2023 en rachetant le portail d'hébergement d'affaires CRC. On aura avec lui vraiment la vision voyage d'affaires parce qu'il est sur ce créneau-là et on voit bien que dans le voyage d'affaires, les choses aussi sont en train de bouger. On en parlera avec lui. Et puis on a vraiment
aussi l'immense plaisir d'accueillir un acteur de l'ombre. Un acteur qui est dans les coulisses, mais qui est absolument incontournable. C'est lui qui est à la manœuvre de nombre de ces opérations. Morgan Lenné est partenaire à la banque d'affaires Cambon Partners, spécialiste des fusions-acquisitions, plutôt d'ailleurs des PME, plutôt dans le monde de la tech, du travel, mais aussi de bien d'autres secteurs. On va en parler avec lui. Alors, Morgan Lenné, j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce qu'on est aujourd'hui, là, en septembre 2024, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un moment favorable à la concentration des entreprises sur le marché du travel? Alors, bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Moi, je dirais que oui, et qu'il n'y a jamais eu, j'ai jamais connu de mauvais moments. Ouais. Parce que quand le marché ne va pas bien, ça crée des opportunités, et ceux qui sont les acteurs dominants peuvent les saisir. Quand le marché va très bien, ça donne de la liquidité, les investisseurs arrivent pour investir dans le secteur, et donc ça donne à nouveau de la liquidité. Donc pour moi, il n'y a jamais de mauvais ou de bons moments, il y a juste de l'envie et de l'ambition. Donc moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs de grands talents que vous avez cités, c'est des gens qui s'autorisent une ambition, pour certains de leaders continentaux, pour d'autres de leaders mondiaux, et je pense qu'ils ont absolument raison, et que la consolidation, en fait, c'est quasiment une décision. Soit vous êtes consolidateur, soit vous êtes consolidé. Vous pouvez tout à fait être le consolidé d'un secteur. Il n'y a pas de honte à ça, mais vous pouvez absolument être le consolidateur de votre secteur. Ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise française, une entreprise familiale, avec une histoire et un passé fort, parfois lourd, que vous ne pouvez pas vous autoriser. Donc moi, je crois beaucoup à la capacité des entreprises françaises, en tout cas les 3 champions que vous avez cités là, à tenir des positions extrêmement importantes dans le monde du travel, que ce soit du voyage loisir ou du voyage corporate. Morgane, est-ce que malgré tout, vous dites qu'il n'y a pas de moment favorable à la consolidation? Est-ce que malgré tout, là, le coût élevé de l'argent, avec des taux d'intérêt assez forts, est-ce que ce n'est pas un frein quand même, malgré tout, à la consolidation? Techniquement, ça peut l'être parce que ça peut renchérir un peu le coût des opérations, mais c'est pas les taux d'intérêt qui jouent sur 1 ou 2 ou 3 points de rendement annuel qui vont faire basculer massivement l'intérêt stratégique d'acheter une entreprise qui va peut-être vous aider à pénétrer dans un marché, développer une nouvelle solution technologique. Donc oui, ponctuellement, on peut dire que ça renforce un peu le coût de l'argent. D'ailleurs, ceux qui trouvent que l'argent est trop cher ne font pas ces opérations et en général, ils s'en mordent les doigts parce qu'il y a beaucoup de valeur à créer, à être celui qui ose justement. Donc dans les opérations de consolidation, il faut d'abord oser. Et c'est d'abord une question d'énergie. Morgane, on est 3 ans, 4 ans après le Covid. Est-ce que ça a pu fragiliser les entreprises, notamment les entreprises du travel, cette période-là? Est-ce que les entreprises se retrouvent fragilisées et donc être des proies potentielles? Ou des prédateurs. Ou des prédateurs. Je pense que ça a fragilisé certaines entreprises qui n'étaient pas préparées, qui avaient des structures très lourdes, qui avaient parfois des engagements importants, mais ça a pu favoriser et donc mettre sur le devant de la scène des entreprises qui étaient beaucoup plus agiles, notamment portées par des structures légères, de la technologie, et puis un moment qui se sont réveillés avec l'envie d'aller plus vite. Et donc ça a été un moment d'accélération. Les entreprises que vous voyez à ma gauche, c'est des entreprises qui ont vraiment su, avec leur instinct, beaucoup d'instinct des entrepreneurs et de l'ambition, saisir les opportunités. De toute façon, dans les marchés, il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Donc là, on a des entrepreneurs qui y croient et qui ont décidé de prendre leur destin en main. Personne n'est allé leur dire « tu devrais acheter ces boîtes ». Là, c'est eux, un jour, qui ont senti qu'ils étaient prêts à le faire parce qu'ils avaient à la fois le bon triptyque, des bonnes équipes, des bons marchés domestiques, et ensuite, ils étaient bien aidés par leurs partenaires financiers. C'est très important d'avoir des partenaires financiers. Ça, on va en reparler, oui, tout à fait. Messieurs, on va évidemment parler des raisons qui vous ont poussé à choisir la croissance externe. Mais avant tout, comment jugez-vous le contexte actuel? Laurent, est-ce que c'est un bon moment aujourd'hui pour acheter des entreprises sur ton segment, toi notamment, des agences de voyage et des tours opérateurs? On sait qu'on a un secteur, je le disais, très atomisé, avec une pyramide des âges aussi qui favorise peut-être la cession d'entreprises à des groupes comme les vôtres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à vendre, mais nous on fait tout le monde est à vendre aujourd'hui, Laurent? Oui, même nous. Hein. Oui. Tout le monde est à vendre. Hein. Voilà. Et donc, il y a le choix. Après, beaucoup de gens veulent un prix qui n'est pas le prix du marché. Après, les gens qui
quand le train passe, il le rate tout le temps après. Ouais. Il faut savoir prendre le train, parce que quand on achète chez nous, le patron investit 30%. Et ces 30%, ça fera toujours x4, x5 dans 4 ans. Donc la personne qui dit je veux tout de suite, on va mal. Il faut que chez nous, la personne qui rentre chez nous, il reste patron de sa boîte déjà, c'est important, et qu'il investisse 30%. C'est notre règle. Ah, d'accord. 30%, voilà, il y a notre même qui est là, il a investi 30%, il a 30%. Et par contre, dans 4 ans, 5 ans, pour l'instant, ce que j'ai fait à mes actionnaires, c'est entre x4 et x5,2 en 4 ans. Donc c'est une bonne affaire, hein. C'est mieux que la banque ou mieux que ça s'appelle le LBO. Donc oui, il y a beaucoup de choses à vendre. On choisit selon ce qu'on a envie, mais on essaie de sortir de la France aujourd'hui. On va beaucoup en Espagne. Ah, on va beaucoup en Espagne. reparler, Mais c'est vrai que vraiment tout le monde est à vendre. Ça, Oui. c'est clair. Mais Ouais. tout le monde à vendre. Quand tu as un prix bon, demain on vient te voir, on te dit je veux ça, X millions. Oui, tiens. c'est Laurent, tout. vous parlez de prix aujourd'hui. Les prix du marché aujourd'hui, c'est quoi? On multiplie par 5 les bidas? Alors, le problème, les gens qui vendent prennent que l'année 2023. Ils oublient 2022, 2021, 2019, 2018. Ils prennent que D'accord. 2023. Ouais. Alors 2023 était bonne pour tout le monde. Mais ce n'est pas une réalité de la vie de 2023. La réalité, c'est une moyenne. Mais je pense... La moyenne, c'est le 5 ou pas? Nous, on paye 4 à 5 fois EBITDA plus trésorerie. 4 à 5 fois les bidas plus Plus trésorerie. trésorerie. Je rappelle que les bidas, Voilà. pour Le vrai simplifier, EBITDA, hein. c'est le bénéfice d'exploitation. Attention, hein, on va- enlève ce qu'il y a en dessous. Hein. Oui, oui, C'est le bien vrai sûr, EBITDA. bien Si sûr. quelqu'un a 10 millions d'EBITDA, mais il a 15 millions en dessous, pour nous, c'est moins 5. Hein. Non, mais 4 à 5 fois, ça Voilà. c'est une bonne info, ça, Morgane. hein. Quand on est sur de la techno, là, Ouais. avec Laurent, on n'est plus sur du traditionnel. Ouais, ouais. Quand on est sur de la techno, est-ce qu'on peut multiplier ce multiple de 5? en fait, Est-ce qu'on peut ouais. le multiplier par 2 ou pas? Alors, déjà, pourquoi le multiple est à 4-5 Parce que, en fait, tout dépend de votre capacité à créer de la valeur entre deux périodes. Donc, Exactement. il y a une période d'investissement. Les investisseurs qui sont en général aux côtés de ces entrepreneurs viennent pour des durées de 4, 5, 6 ans. Et donc, ils regardent à quel prix ils rentrent, à quel prix ils peuvent sortir. Et donc, on appelle ça le business plan. Le business plan, c'est ce qui vous permet de vous projeter. Donc, effectivement, si vous pouvez au maximum créer 1,5 fois la valeur que vous avez achetée il y a 4 ou 5 ans, ben, il faut acheter relativement pas cher. En revanche, si vous êtes sur des métiers qui sont à plus fort potentiel de croissance, notamment les métiers de la technologie, et bien à ce moment-là, vous pouvez monter, vous pouvez espérer des multiples plus élevés. Et on voit sur les multiples de boîtes technologiques, des multiples qui sont largement supérieurs à 10 fois les bidas, qui ne sont que le reflet finalement de la promesse de croissance, de valeur des entreprises entre les deux périodes. Même dans le travel, on est à 10 fois les bidas sur la technologie dans le travel. Alors, oui, tout à Oui, fait. d'accord. Alors, mais ça, Dans le c'est- travel tech, Oui. ok, parce que justement, il y a cette composante de technologie qui permet à vos business d'être scalable. C'est-à-dire que vous pouvez vous implanter dans un pays sans forcément avoir des équipes très importantes sur place. Vous pouvez pénétrer des nouveaux segments, par exemple le paiement, qui sera incrémental à votre rentabilité. Voilà, vous avez des options de croissance qui sont importantes. En général, et alors, on va reboucler sur le sujet de la consolidation, mais il y a un premium qui est autorisé pour les entreprises qui, en plus d'avoir un plan de croissance organique qui est ambitieux, grâce à leur positionnement technologique, sont capables de consolider leur marché. Alors, et elles viennent, si elles achètent à X fois les bidas, elles-mêmes peuvent valoir 2 ou 3 X. Donc je ne mets pas de multiple là-dessus, mais disons qu'il y a une prime stratégique qui est donnée aux entreprises consolidantes de leur secteur. Oui, oui. Alors, je disais, Ziad et Christian, on va revenir sur les raisons qui vous poussent à aller chercher de la croissance en rachetant des entreprises. Mais juste sur cette question du moment favorable, Morgane dit qu'il n'y a pas de moment favorable finalement pour la consolidation. Il a Christian, raison. tu en penses quoi? Alors, en effet, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Tu Ouais. n'as pas la référence. Bon, il y en a dans la salle qui suivent. Bravo. Non, mais en fait, c'est amusant comme formule, mais c'est assez vrai. En fait, notamment avec les entrepreneurs, il y a en effet à un moment donné des rencontres donc, qui peuvent se passer à tout moment de la santé du marché, que ça se passe bien ou moins bien. Et la question est de savoir comment un entrepreneur qui a créé sa société, qui a été plus ou moins libre, parce qu'on pense qu'on est libre quand on est entrepreneur, mais enfin on a toujours des contraintes, évidemment. Ça peut être évidemment son écosystème, ses banquiers, etc. Bref, mais comment cet entrepreneur peut se sentir à l'aise quand même dans un environnement d'un groupe
où il va quand même pouvoir avoir une autonomie, etc. Donc c'est plus ça le sujet, et comment au sein d'un groupe, il va pouvoir faire grandir peut-être plus rapidement sa société par des synergies qui vont s'établir, par le fait qu'il va pouvoir se déployer dans d'autres géographies, etc., etc. Et quand un entrepreneur pense qu'il va se sentir à l'aise dans un nouvel environnement et que sa société va mieux ou encore mieux se porter d'ici 2-3 ans, et que lui, à titre personnel et pour son équipe, va en tirer des bénéfices aussi additionnels, bah là, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que c'est le bon moment. Donc, ce n'est pas forcément lié au marché, c'est plus lié à une rencontre et des opportunités de synergie entre un groupe et une entreprise. Ziad, quel est ton avis, toi, sur cette question du bon moment ou pas? Je suis assez des acteurs qui sont sur l'acquisition depuis plus longtemps que moi. Mais je constate quand même que la crise qu'on a traversée a fragilisé un grand nombre d'entreprises. Et une prise de considération, quand une entreprise est sur un seul marché, un seul segment, ou une dépendance client, elle se sent très exposée et veut s'adosser à un groupe. Il y a eu cette prise de conscience qui a accéléré ces mouvements-là. La deuxième partie, c'est qu'on est, en tout cas sur la partie déplacement professionnel, sur un marché qui se consolide avec des acteurs globaux mondiaux. Vous ne pouvez pas aller négocier aujourd'hui avec des acteurs majeurs du SAP et du Booking si vous n'avez pas une taille critique et être intégré. Et les acteurs sont limités en termes de nombre. Si vous n'avez pas votre place, il y a une forte barrière à l'entrée. Vous devez atteindre cette dimension, et on le constate aujourd'hui avec SAP Concur qui vous dit en dessous de 1 million de transactions, vous ne rentrez plus chez moi. Ah oui. Donc il y a ces barrières à l'entrée. Et je dirais le dernier, c'est aujourd'hui on est de plus en plus sur de la technologie presque éphémère ou des cycles de vie très courts. Donc on a besoin d'innover en permanence. Donc on a besoin de capitaux. Et un seul marché tout seul ne peut pas financer notre développement. Nous sommes obligés d'aller chercher au-delà de la croissance organique des marchés pour pouvoir investir, innover et répondre surtout effectivement à la stratégie, à la vision de nous entrepreneurs, mais surtout répondre aux besoins de nos clients principalement. On va rentrer dans les raisons qui vous ont poussé encore une fois à racheter des entreprises. Morgane, on est sur un secteur du travel. On sait que les marges sont assez faibles. Est-ce que c'est, je dirais, facile d'intéresser des investisseurs au travel? Est-ce qu'ils ne vous disent pas, attendez, vous êtes bien gentil, mais enfin, vous avez vu les marges qu'il y a dans le travel, ce n'est pas franchement un métier qui nous intéresse? Alors la bonne nouvelle, c'est que je vois dans la salle des investisseurs, donc je vois qu'ils sont, ça veut probablement dire qu'ils, voilà. Vous voulez lever la main? on les clouerait au priori. Non mais je vois Jonathan, Arnaud, voilà. Il y en a quelques-uns. Voilà, donc ça veut dire en fait, il y a toujours des investisseurs dans le secteur du tourisme. Toujours. Parce que c'est un secteur, c'est le plus gros secteur du monde. Donc l'investisseur, il regarde toujours les secteurs à potentiel de croissance. Le potentiel de croissance du tourisme n'a jamais été remis en cause. Il y a des ajustements de pratiques, des ponctuels, mais globalement, quand vous regardez la taille du marché global, il est en croissance et il va continuer à l'être. Ce qui est important, c'est d'être sur les bons acteurs. Donc l'investisseur, les fonds qui accompagnent ces entreprises ont une capacité d'analyse qui est très élevée, font des paris, parce que rien n'est jamais gagné. Quand vous avez un business plan avec un point de départ et un point d'arrivée, bien malin est celui qui peut dire à quel degré de certitude vous pouvez arriver au bout de 5 ans. C'est très difficile de prédire l'avenir. Donc il y a vraiment un acte de foi, un pari, qui se paye par le rendement qu'ils espèrent dans l'opération. Mais la réalité, c'est que oui, il y a des investisseurs, il y en aura toujours, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'expertise chez les investisseurs pour analyser le potentiel des business models. Mais il en va de même dans tous les autres domaines. C'est-à-dire que le métier de l'investisseur, ce n'est pas juste de déployer du capital ou de la dette dans tous les environnements de manière généralisée sans savoir de quoi on parle. Ils se renseignent énormément et souvent, ils arrivent avec un niveau d'expertise qui est élevé. Donc on a de maintenant quelques entreprises, quelques fonds qui sont dédiés au secteur du tourisme, qui ont des capacités d'analyse. Laurent est accompagné depuis quelques années par peut-être le plus prestigieux d'entre eux, qui est Certares. C'est le plus gros investisseur du monde dans le tourisme.
Et ils continuent à lever des fonds, donc c'est des grosses positions. On a des acteurs en France, alors comme BPI France qui est un acteur absolument incontournable partout et qui font un travail extraordinaire. On a des acteurs aussi, des fonds thématiques, un peu comme Montefiore qui sont créés. Plus récemment, un fonds early stage qui s'est monté pour les petites entreprises dans le tourisme qui s'appelle Rock Ventures. Voilà, on a en permanence des nouveaux arrivants. Donc la réponse à ta question, c'était oui, il y a de l'argent, mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il y a de l'argent bête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on a une entreprise dans le voyage qu'on va pouvoir lever de l'argent facilement. La barre est assez élevée. Pour lever de l'argent dans le tourisme, c'est assez élevé parce que la probabilité de réussite, vu le nombre d'entreprises qui se créent, est finalement assez faible. Donc oui, il y a de l'argent, mais il s'investit de manière extrêmement précise. Réfléchi. Laurent, alors on va voir qu'il y a plusieurs modèles de consolidation. On ne consolide pas pour les mêmes raisons. Et vous trois, je pense que vous avez des modèles de consolidation différents. Qu'est-ce qui, Laurent, t'a poussé, toi, à sortir de l'endroit où tu étais sous l'escalier à Lyon chez Marieton et à te dire, maintenant, je vais entamer une croissance externe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une discussion? Dis-nous ce qui s'est passé. C'est par hasard. Ouais. J'étais au café, je buvais un café à Lyon, au café des négociants, et je parlais de ma boîte, et puis il y avait Ciparex, c'est un fonds lyonnais, qui était à côté, qui m'a écouté. Il m'a dit, vous êtes, c'est bien, on est intéressé par vous. Et puis le hasard total. Le hasard total, parce que pour moi c'est fonds de pension, c'est un truc péjoratif, un fonds de pension. Je me rappelle, j'ai parlé à mon père et mon oncle, je me rappelle, et on est intéressé par nous. Attention, Laurent, ils vont voir que tu es plein d'essence, ils vont voir, tu vas au restaurant, ils vont des trucs, vous. Puis je parlais avec eux, tout ça, et puis ils me proposaient des sommes énormes. C'est des fois liés ceux-là, c'est pas genre mot. On avait 5 petites agences. Il proposait 20 millions d'euros pour le premier achat. Mais j'étais un bleu, 20 millions d'euros, dont 18 millions de dettes. J'ai dit extraordinaire, super. On a touché de l'argent, c'est vrai, et de la dette. Et comme je de la dette, j'ai payé en 2 ans. Voilà. Donc ils sont venus la première fois et j'ai connu comment c'est ce que c'est un fonds. Un fonds apporte beaucoup de choses. Un fonds vous apporte la confiance des banques. J'ai acheté Havas, j'ai besoin de 50 millions en une demi-heure, parce que c'était un coût énorme Havas. J'avais une demi-heure pour décider. Quand vous avez un fonds, vous avez la confiance des banques de tout. Tout est facile. Tout est facile. Donc ça, c'est la première raison déjà, une raison pratique. 2, c'est les gens qui t'aident. Oui. Moi, je ne sais pas acheter une boîte. Je ne savais pas acheter une boîte. Comment on achète une boîte? Bonjour. Quand j'ai acheté Aerosol, la première boîte, comment on fait un chèque? Je t'achète. Eux, c'est avec des machins, des trucs, tout ça. Et puis ils m'ont dit une fois, il te faut un directeur financier. J'ai quoi? C'est un salaire de plus. C'est quoi un directeur financier? Et j'ai eu très peur. Un contrôleur? Mais non, pas du tout. Ça va t'aider. J'étais contre. Après, choisis-le toi-même. J'ai pris un copain de David qui était directeur financier chez Capgemini. Et maintenant, il est avec moi depuis 25 ans. Et il m'a dit, mais je ne pourrais pas vivre sans lui. C'est pas possible. C'est la personne la plus proche que j'ai dans le business. Et ça s'est fait. Après, après, on a fait un coup avec Rothschild. Après, on a refait Ciparex. Après, on a fait Certares. Et il y a un nouveau qui va arriver. Donc, c'est une habitude très bien. Donc, c'est la confiance déjà. C'est la confiance. Mais nous, on a un avantage parmi eux. On achète cash. Depuis 30 ans, depuis 60 ans que l'entreprise existe, on n'a jamais pris 1 euro de dividende. Donc la boîte a beaucoup d'argent, malgré le Covid, qui nous a pris quand même 20 millions de fonds propres, le Covid, beaucoup d'argent. Donc, à part Havas, on a fait un peu de crédit. Quand j'achète une boîte, j'achète cash. Hier, j'ai acheté cash. Premium Travel. Cash. Je ne veux pas de crédit. Et ça, c'est une force. On fait 60 millions d'EBITDA à peu près, donc on a de l'argent. Quand on ne prend pas de dividende, donc on achète cash. Ça, c'est une force. La vraie force dans le business, c'est le cash. Alors maintenant, la raison purement économique, Laurent, de ces rachats, c'est quoi? C'est faire du volume? On est dans une industrie de volume? D'abord, c'est quoi la raison? C'est l'homme ou la femme qu'on rachète. D'abord, c'est le patron. Toi, tu rachètes un patron? Un patron, j'achète un patron. Le patron lui dit oui, je te vends, mais je ne veux pas rester, j'achète pas. Qu'est-ce que je fais de la boîte? Ah d'accord. Qu'est-ce que je fais de la boîte? Voilà, Frédéric, c'est avant-dernière acquisition cette année. Avant-dernière, tu n'es plus le bleu, tu es un ancien. Un réceptif, d'où je connais moi. Par contre, ce qu'on aide,
c'est que l'EBITDA qu'il faisait, il faut le faire x3, x4. Et ça, on aide. Synergie, vente, économie, ça, on sait faire. Donc, mon job, moi, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut faire il a un EBITDA, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, il y a des boîtes qui marchent, comme vous voyez, et puis il y a des boîtes qu'on achète qui ne marchent pas. Là, par contre, on fait un plan de retournement. C'est pas pareil. On a acheté 2 boîtes qui n'ont pas marché dans ma vie. C'est Havas. Havas, c'était un peu... On ne savait pas ce qu'on achetait, Havas. C'était vague, Havas. On a fait un plan énorme de retournement, Havas. Et puis, on a acheté Bleu Voyage aussi. C'était un plan un peu de retournement. Voilà. Mais le reste, ça reste comme ça. Oui, d'accord. Mais c'est des confiances, des rencontres. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un, je suis sûr, 18 avant, que dans un an, je vais acheter ta boîte. Je suis sûr. J'ai vu ses yeux, j'ai vu qu'il jubilait, j'ai dit que on paye cher, nous. Il faut que la personne à qui on achète soit heureux. Sinon, si on l'a arnaqué, elle ne va pas bien travailler. Il faut qu'il y ait un vrai dîner. On ne va pas gratter. On veut qu'elle soit bien. Donc les négociations, tu peux dire, ça va pas durer des années, les négociations. Le chiffre, ça se met en 2 heures. Après, c'est les audits, les machins, et tout comme ça. Mais le chiffre qu'on a dit, on n'a jamais dit non, oui, on n'a jamais négocié en vérité. La boîte que j'ai achetée hier, je sais pas, il voulait ça. Après, on a vérifié dans les audits si le ça est bon. On sait que c'est toujours un peu plus cher, mais c'est pas grave, il est heureux. Et un petit peu heureux, un pas trop heureux, il fera le maximum. En tout cas, voilà, on voit que toi, tu rachètes en effet une boîte. C'est le patron aussi que tu rachètes. Tu lui demandes de rester. Mais on a bien compris quand même que tu recherches des synergies et que grâce au volume que tu fais, grâce à l'ensemble de ces rachats, tu parviens à avoir une puissance d'achat auprès des fournisseurs qui te permet de mieux acheter. Oui. C'est vraiment la raison. Christian, toi, tu rachètes, tu commences à racheter en 2022. Orchestra existe déjà depuis longtemps. Travelsoft, sa maison mère, mais Orchestra existe déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises à un moment, eh bien, le développement d'Orchestra passe par de la croissance externe? En fait, ce n'est pas tellement le développement d'Orchestra, parce qu'en effet, on est dans une industrie, et notamment dans la technologie, où il y a quand même une forte position locale de beaucoup d'acteurs. Donc, voilà, ça avait relativement peu de sens de se dire qu'Orchestra allait s'internationaliser, parce qu'il y a une relation forte au tour operating, à la production, etc. Donc, voilà, donc c'était le point de départ de se dire, ça va être difficile en tant que tel de faire grandir Orchestra dans d'autres pays. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, tu te rends compte qu'il y a d'autres leaders ou d'autres acteurs dans d'autres pays qui ont un sens. Et donc c'est ce qui va te permettre d'apporter, disons, d'être partenaire d'acteurs globaux, d'acteurs mondiaux. Quand tu poses la question à qui profite la consolidation, si au départ ça ne profite pas aux clients, si au départ ça ne profite pas à des acteurs globaux, mondiaux, ou à des acteurs locaux qui vont voir les solutions locales s'enrichir par l'apport d'autres sociétés, ça n'a pas de sens. Après, que ça profite aussi à d'autres, heureusement, mais au départ, ça doit profiter aux clients, au marché. Donc c'était ça l'idée initiale, de dire comment est-ce que je peux apporter des solutions additionnelles sur le marché français et comment je peux en effet avoir des synergies entre sociétés dans le monde pour enrichir les solutions de chaque marché. Et ça, c'est possible depuis quelques années parce qu'il y a des sujets globaux, parce qu'il y a des sujets, en effet, au-delà des sujets locaux de connectivité, il y a des sujets globaux de connectivité de type aérien, de type hôtellerie, de type à la carte. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas liées à une géographie. Et donc, dès lors que tu acquiers des technologies de ce type ou des plateformes de connectivité de ce type, c'est des choses sur lesquelles tu peux faire de la synergie et donc apporter de la valeur à des clients qui n'ont pas ces solutions sur leur géographie. Et donc, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est une croissance supérieure, en fin de compte. Donc, ce que tu arrives à faire en étant ensemble dans un groupe, c'est accroître plus fortement. Aujourd'hui, on est sur entre 5 et 10% de croissance supérieure parce qu'on est ensemble versus chaque société à part. Voilà. Et c'est ça que ça permet de faire principalement. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde... Voilà, on est plus focalisé sur cette croissance additionnelle plutôt que sur les coûts, puisque ce sont des sociétés, il y a 650 personnes avec des sociétés entre 15 et 250 personnes, donc relativement petites, des PME. Et donc le focus, il est beaucoup plus sur la croissance de ces sociétés par les synergies que nous avons entre nous
plutôt que sur des économies d'échelle qui n'existent pas au niveau de ces sociétés-là. Ouais, donc ça, c'est intéressant. On voit déjà là un deuxième modèle de consolidation, en effet très différent du premier, où l'ouverture technologique te permet de franchir un palier. Ziad, alors toi, c'est pareil. 2022, CDS existe depuis très longtemps aussi. Qu'est-ce qui se passe en 2022 pour que tu te dises eh bien, CDS, on va commencer à aller racheter des entreprises, on va commencer à s'intéresser à l'étranger. Quel est le mécanisme? Donc, on est dirigeant d'entreprise, ça n'arrive pas d'un coup. Il y a une stratégie qui est faite par plusieurs étapes. On a été suivi aussi par la banque d'affaires de mon partenaire de Morgan depuis très longtemps. Et la première étape pour commencer à pouvoir acheter, comme dit Laurent, cash, il faut des partenaires. Et on a fait rentrer un partenaire de premier ordre qui s'appelle IDI, qui est entré au capital juste avant le Covid. Ah oui. 3 semaines avant le Covid. Super. Donc, effectivement, c'était un choc pour eux. Mais nous avons réussi à traverser avec des moyens cette période et continuer à investir. Donc, on arrive en fait en décalage de 2 ans sur notre stratégie, à dire notre stratégie, c'était de passer d'opérateurs français dédiés au corporate et à l'hôtellerie à un acteur intégrateur européen, mais dédié à la distribution, aux agences de voyage et au corporate. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'acquérir de la technologie qui répond aux besoins des agences de voyage. Donc, tu connais le sujet, tout le monde connaît le sujet des NDC. Avant, c'était facile, on pluguait le GDS et on avait toute l'offre. Aujourd'hui, c'est un capharnaüm. On a besoin de plus en plus de technologie. Et cette technologie, on en a besoin immédiatement. Il y a aussi un time to market qui est extrêmement important. Si vous montez des équipes, il vous faut 1, 2 ou 3 ans. Il est déjà trop tard dans le développement. Les écoles Amadeus, par exemple, ont formé une personne et 5 ans après, elle sortait, elle pratiquait le même produit pendant 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'elle apprend la première année est déjà obsolète la 3e année. Donc, on a cette vitesse d'acquisition technologique. La deuxième chose, c'est effectivement le développement géographique. Donc, pour suivre les besoins des clients sur l'international, on a besoin d'aller s'implanter sur des pays. On parle de pays comme l'Espagne, mais on va s'implanter en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne avec des acteurs locaux. Puisque la législation est différente, la fiscalité est différente, les besoins sont différents. Et à être PME française, on ne peut pas avoir cette information-là. Et il faut être backupé par un fonds qui nous aiguille, qui nous met les bons auditeurs, qui nous accompagne et qui nous structure. Des termes que j'ai appris comme le PMI, le Post-Merger Integration, c'est de faire l'acquisition. On parle beaucoup d'acquisition, mais il y a la fusion qui est importante. Oui. C'est fusion-acquisition. Oui. L'acquisition n'est qu'une première étape. Et c'est ce que je dis souvent, c'est quand la personne a vendu, c'est là où le travail commence. Et c'est là où c'est complexe. Et en faire une réussite. Vous parliez de multiples. Peu importe qu'on l'ait payé 10 fois, 12 fois ou 5 fois, si on sait qu'on va faire 3 fois le multiple, c'est que son coût est de 2 ou 3 fois au final. Il faut avoir la bonne vision qui sert effectivement la bonne ambition. Ah oui, parce que toi, dans l'opérationnel, en effet, il y a l'acquisition, mais il y a la fusion après. Ce qui n'est pas le cas manifestement de Laurent, qui laisse une autonomie totale il y a de l'intégration. Aux entreprises qu'il rachète. Mais toi, en revanche, il y a un processus de fusion. Il y a un processus d'intégration, il y a une multitude de produits qui doivent cohabiter. Et l'intégration des produits technologiques est un sujet extrêmement complexe. On parle de maintenance, d'intégration et de facteurs de valeur, de synergie et de coût de maintenance qu'on doit tout converger sur un produit, une solution en fonction de son segment et de sa géographie. Ouais. Regarde, c'est intéressant ce que vient de dire Ziad. En effet, il y a l'acquisition et puis après, il y a la fusion. Et alors, c'est pour ça que les fusions-acquisitions ont souvent mauvaise presse. On dit que, alors je ne sais pas, des études disent en tout cas que 70% des fusions-acquisitions échouent à atteindre leurs objectifs de départ. On dit aussi que 1 + 1 fait rarement 3 et même que 1 + 1 fait rarement 2. Dans les fusions-acquisitions. Voilà, quel regard vous portez sur ces jugements quand même très réservés à l'égard des fusions-acquisitions? Oui, alors je pense qu'il faut se méfier pas mal des chiffres parce que là, si je me tourne à gauche, je pense que Christian, Laurent, Ziad, c'est 100% de réussite en fusion-acquisition. Il y a modulo des entreprises qui vont un peu moins bien qu'a cité Laurent, mais ils trouvent des solutions. Donc, pour moi, on peut agiter le mouchoir et faire peur, mais tout dépend de la bonne définition des objectifs et du bon timing de rencontre. Il faut des entrepreneurs en face qui ont envie de continuer leur aventure. C'est souvent, pour moi, le déterminant de la réussite, c'est est-ce que je m'assure de la loyauté et de la motivation
de l'entrepreneur ou des entrepreneurs qui me confient leur entreprise. Pour moi, la clé, c'est ça. La clé de la réussite, c'est à la fois de faire une bonne analyse de ce qu'est l'entreprise, de ne pas se raconter de crack sur la capacité de l'entreprise à continuer à grandir, à s'intégrer. Donc il faut vraiment avoir un œil très affûté. Il faut être très posé quand on fait son jugement sur l'entreprise. Et une fois qu'on a bien sécurisé notre conviction, il faut trouver des modalités techniques. Donc le deal, on appelle ça, donc les paramètres de l'équation du deal doivent être faits de manière à motiver celui qui vous vend l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Qui garde une partie du capital ou qu'il transforme une partie de son capital dans le capital de la cible, de l'acheteur, peu importe, il y a plusieurs modalités possibles. Mais ce qui est très très important, et c'est souvent, là moi je verrais une corrélation très forte entre l'échec et effectivement la modalité technique. Pour moi, les échecs, c'est les entreprises qui sont en général arrivées tellement à maturité qu'il n'y a plus vraiment d'identité, il n'y a plus vraiment de commitment de l'équipe de management. Bon, voilà, donc mais je récuse moi le chiffre de 70%. Ah oui, j'y crois pas du tout. C'est pas ouais. Alors, moi, j'ai pas d'études particulières, mais ce qui est sûr, c'est que... Dans le tourisme, on a des exemples, hein, Morgane. Hein, on sait, T8, ça a été compliqué hein, quand ils sont arrivés en France. On peut pas dire qu'il y a eu création de valeur. Hein. Tout à fait. Alors, je ne connais pas les modalités du deal. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le segment en dessous des entreprises de taille moyenne, où il y a beaucoup plus de pragmatisme et encore les fondateurs aux commandes, ils mettent tellement d'intensité et d'attention à faire que le deal soit équilibré. Tout à l'heure, Laurent parlait d'équilibre. C'est ça le plus important, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre la relation entre... Il n'y a pas un dominant et un dominé. Il y a juste une constellation d'entrepreneurs. Et il faut justement garder cet esprit entrepreneurial pour espérer en faire une réussite. Et si on y arrive, bah, le succès est à la clé. Ziad disait, on va faire x2, x3, x4 sur l'opération qu'on réussit. Parce que l'entreprise, elle va bénéficier de best practice. Et tout à l'heure, Laurent disait un truc très juste. Le train de la consolidation, c'est très important. Le sens du timing est très important. Parce que dans un marché qui se consolide, il ne faut pas être le dernier consolidé. C'est très important. Parce que si vous êtes le dernier et que l'acheteur ou les acheteurs se sont tous équipés de tout ce dont ils avaient besoin, ben, vous avez résisté, c'est très bien. Mais qui va vous acheter? Les gens n'ont plus besoin de vous. Donc votre prix marginal peut baisser. Donc il faut faire attention au timing. Il y a une autre critique qui revient souvent, c'est les équipes opérationnelles chez vous qui sont évidemment tenues au courant en dernier de cette opération de fusion et d'acquisition, parce que évidemment il y a toute une confidentialité qui entoure ces opérations et on peut le comprendre évidemment. Donc vous avez la banque d'affaires, Morgane, qui travaille avec vous, qui travaille avec la cible, la proie, mais les équipes opérationnelles après se retrouvent un peu mises devant le fait accompli et elles doivent expliquer au personnel et ça peut créer des résistances. Est-ce que vous avez, vous, vécu ces résistances du personnel en interne ou pas? Et comment vous avez essayé de les contourner? De fait, les gens sont quand même plusieurs semaines, mois à l'avance au courant. Parce que si tu veux, quand tu interroges beaucoup de gens, quand tu fais des diligences pendant quelques semaines, tu ne parles pas qu'à une personne, tu parles à 5, 10 personnes. Donc si c'est une entreprise de 200 personnes, quand tu parles à 5 ou 10 personnes, tu te déplaces 2 fois. À un moment donné, je pense que le sujet est connu. Oui. Donc, tu ressens pendant cette phase l'adhésion ou pas, ou la situation des personnes avec lesquelles tu parles, qui sont parfois aussi dans le mouvement, parce qu'elles ont des parts ou elles ont un bénéfice aussi à rentrer dans un groupe plus important, à grandir elles-mêmes, à s'internationaliser, etc. Et puis, tu ressens l'ambiance dans les semaines précédentes. Donc c'est rarement quand même quelque chose qui tombe comme un coup près et puis avec quelque chose d'horrible qui va se passer, d'autant plus si tu n'es pas dans une intégration forte, si tu laisses une forte autonomie, en fin de compte, je ne dis pas que c'est le modèle qu'il faut suivre ou pas, hein, ça c'est chacun en fonction des sujets. Voilà, moi c'est ce que je fais, mais parce que voilà, en fonction des sujets, en fonction des types de business, en fonction de la géographie, en fonction, je pense qu'il y a dans l'automobile, c'est pas ce qu'ils font sur la production, parce que tu as des milliards et des milliards d'économies avec des plateformes communes dans les groupes, et c'est ça qui a un sens, et c'est pas autre chose. Donc, une fois que tu es dans une ambiance de ce type,
bah, tu ressens quand même quelques semaines, quelques mois à l'avance, et c'est pas quelque chose que les gens découvrent quand même. Voilà. Dans des PME. Alors, dans un grand groupe, en effet, il y a une forte, peut-être plus forte. Voilà, mais dans des PME, enfin, on parle là de PME, de quelques centaines, dizaines de centaines de personnes, les choses se savent assez vite. En l'occurrence, on a vécu surtout des cas où ça s'est très bien passé, enfin exclusivement pour l'instant. Après, sans insulter l'avenir. Le risque humain existe, c'est une évidence. On travaille sous le sceau de la confidentialité parce que le processus sont sous la confidentialité. Et puis on veut éviter tout ce qui est déstabilisation sur l'opération. Donc c'est normal qu'il y a un cercle qui est dédié pour le travail de l'acquisition. Une fois qu'on rentre, il y a une période entre le signing et le closing où l'information commence à être connue, les équipes sont informées. Nous, on a tenu à garder l'ensemble des équipes qu'on intégrait pour éviter la peur de croire qu'on va faire des synergies de coûts et des synergies de valeur. Et les personnes s'impliquent et s'intègrent dans le groupe ont des opportunités d'évolution. Donc, une fois qu'ils ont compris la mécanique de l'opportunité d'évolution, on se retrouve avec des équipes focus qui sont derrière le projet et celles qui ne s'identifient pas, bien évidemment, quittent le navire. Donc, c'est totalement normal. Mais je rejoins Laurent, c'est-à-dire que généralement, on garde le patron, qui aussi a une dimension sur une certaine période et puis qui peut se projeter sur 3 ans, 5 ans dans la nouvelle dimension qu'on apporte. Mais le risque humain est clé. Il faut faire attention à ne pas perdre les hommes clés ou les femmes clés des entreprises que nous achetons. C'est évidemment la grande difficulté. Laurent, c'est vrai que ça fait peur. Le mécanisme de fusion-acquisition pour les salariés, c'est quelque chose qui fait peur. On se dit toujours, il va y avoir une restructuration, il va y avoir un coût social et je risque d'y passer. Bon, alors dans le tourisme, il n'y a pas de chômage, donc tout le monde trouve de la place où il veut, donc il n'y a pas de problème. Toutes les boîtes que tu as rachetées, Laurent, est-ce que tu es passé par des plans de restructuration ou pas? Non, il y a le Covid, c'est spécial. Non, des fois, les gens ont peur de moi, ils partent tout seuls. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Chez Bleu Voyage, j'ai eu plein de démissions, mais bon, la rigueur, ça m'a arrangé des fois. Hein, Par contre, non. Alors moi, je ne cache pas trop en vérité. Dans mon métier qui est très visible dans le milieu du tourisme, quand j'achète une boîte, tout le monde est au courant avant, même avant moi des fois. Je dis, ah bon, je rachète ça, je ne suis pas au courant. Donc je ne cache pas trop et puis je ne cherche même pas à cacher, je m'en fous. Complètement. Je m'en fous de cacher ou pas cacher. Après, les salariés le sont, moi ils le savent directement, naturellement. Ce n'est pas une annonce comme ça. Le patron, je vous rassure, je lui dis, toi tu marches bien, il n'y a pas d'autre réaction, fais ce que tu as à faire. Continue comme tu fais. Évidemment, quand j'achète une boîte qui perd 4-5 millions, il faut restructurer, c'est pas pareil. Mais c'est rare que j'achète ça. C'est rare, hein. C'est plutôt des boîtes qui marchent bien. Voilà, donc il n'y a aucun problème. J'arrive jamais à cacher, de toute façon, moi je parle. Et puis moi il parle, donc tout le monde parle, donc à la fin on n'arrive pas à cacher et je m'en fous. Voilà. Est-ce que tu vas continuer à acheter des sociétés, des boîtes sur ton bientôt là, dans un mois. Dans un mois, tu annonces une nouvelle acquisition. Acquisition en France ou à l'étranger? En France. L'étranger, c'est plutôt septembre 2025. C'est un truc très compliqué, très long. Très compliqué. Voilà. Mais j'ai besoin du fond. Parce que là, c'est une autre langue. J'ai besoin du fond qu'ils analysent, qui donnent leur avis. D'accord. Voilà. Tu disais que tu étais intéressé par l'Espagne. Est-ce que c'est la prochaine étape de la consolidation pour Marieton, c'est à l'étranger ou pas? En France, on a encore 2-3 trucs à faire. Encore 2-3 trucs à faire. Dans le US Travel, dans le tourisme. On a 530 agences, il m'en faut 600. Il y a des villes encore où on n'est pas, il faut un peu approfondir. Changement de fonds de commerce, des moins bien passés, il faut acheter les meilleurs fonds de commerce, tout ça. Après, dans l'affaire, oui, je ne crois pas qu'on peut augmenter nous-mêmes naturellement de 20% par an. L'augmentation qu'on peut faire naturellement, c'est 2, 3%, 4%. Pour augmenter, c'est acheter des boîtes. Ça, c'est clair. On ne peut pas augmenter comme ça naturellement. Donc oui, quelques belles boîtes US Travel sont à vendre. Après, il faut, pour des gens qui ne sont pas à vendre, pour les acheter, il faut les surpayer. C'est toujours la même chose, hein. Voilà, il faut surpayer. Quand tu veux quelque chose, tu surpayes. Et quand tu veux pas, ça arrive tout seul. Voilà. Et puis on a 2-3 taux à acheter en plus. Mais l'Espagne, pour moi, c'est un bon. Et puis on investit beaucoup dans la technologie. Hein. Maintenant, moi qui suis, il le sait, un ingénieur technologie énorme. Hein, énorme. Je suis très bon en technologie, bien sûr, très bon. Sûr. Et M. Spirit, on a fait quelque chose on a fait une jeune venture avec Orchestra. On a engagé qu'on appelle ça des informaticiens qui travaillent pour nous. Et comme on n'est pas bon, ils sont sous sa surveillance, mais pour nous, tu vois, on fait des choses comme ça. Et c'est vrai que la technologie, ça fait 35 ans que je travaille. Je me suis occupé de la technologie il y a seulement 1 an.
C'est peut-être important. Mais si je suis évident, peut-être c'est que je ne suis pas entré dans cette folie aussi de Internet, de machin, tout ça. Hein. Donc, moi, c'est le retail. Le retail, je crois beaucoup au retail et je crois au web to store. Ouais. Le web amène des clients en agence. Je crois pas, je ne sais pas faire on met sa carte bleue, je ne sais pas faire. Ouais. Moi, je ne le ferai pas. Chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Donc voilà. Et puis, la technologie, je m'intéresse à la technologie. On a fait avec Christian Travel Explorer, quelque chose qui marche très fort, qu'on donne partout. Donc, je m'intéresse à la technologie, c'est nouveau. À 57 ans, 58 ans, c'est nouveau. On apprend et j'aime bien ça. Et dans un mois, tu rachètes quoi? Un tour opérateur ou des agences? J'ai 2 séries d'agences à acheter dans un mois et 2 mois. Il y a une série dans un mois, c'est en cours, une série dans un mois. Et une autre série dans un mois. Un autre peut-être janvier, avant la fin de l'année, mais c'est des gens qui sont très gourmands. C'est des gens qui sont très gourmands. C'est des mini-réseaux? Ouais, des mini-réseaux. Oui, c'est des mini-réseaux. Ouais, donc avant la fin 2024... 2 mini-réseaux. On est en cours, on est d'accord sur le prix. D'accord. Quand les gens sont carrés, on est d'accord sur le prix, donc c'est juste une question de temps. Nous, chaque fois qu'on achète, maintenant, il faut demander à l'Europe. Oui. Emmerdant, ça. Oui. Ça dure 3 semaines. Et oui, parce que tu commences à être gros, forcément. L'Europe dit toujours oui, il n'y a pas de problème, mais il faut demander à l'Europe. Donc ça, c'est toujours un closing sous réserve de l'Europe. Mais bon, on n'a jamais... D'abord, ils ne répondent pas. Au bout de 3 semaines, quand on ne répond pas, c'est acté. Donc, ils ne répondent jamais. Tu envoies une lettre recommandée à Bruxelles avant que tu aies une réponse. Voilà. Laurent, avant de... tu es glouton dans ta façon d'opérer. Il y a un moment, il faut digérer aussi. J'ai pour ça. Est-ce que le groupe peut digérer ces rachats à répétition? Quand j'achète à Kilanga, par exemple, j'ai rien à digérer. Ils se débrouillent tout seuls. Oui, c'est ça. Tu laisses l'autonomie totale. Et après, nous, on prend le temps pour mettre les synergies. Le C informatique, c'est le sien. Peut-être on mettra le C informatique du groupe après, on a le temps. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de changement dans la boîte qu'on rachète. Quand c'est une boîte qui marche, attention, qui marche pas, c'est pas pareil. Il n'y a pas de changement et puis on prend le temps de faire les choses. Franchement, à Kilanga, on n'a encore rien fait. On n'a pas vu la technique, le SFR, l'informatique, les produits, machin. On n'a rien vu encore parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il y a des boîtes où il y a d'urgence. D'accord. On a acheté Prime Tour. Il n'y a pas d'urgence. Oui. C'est une boîte qui fait 4 millions d'EBITDA, qui marche bien, qui n'a pas d'urgence. Il marche bien, qui joue l'emmerder. Maintenant, après, on va voir tout ce qu'on peut faire. Si on peut utiliser 300-400 000 euros par an, on le fera. Mais on a le temps. Par contre, les boîtes qui ne marchent pas, par contre, là, quand j'arrive, je reste 15 jours là-bas, 8 jours, je peux dire que je fais la révolution. Voilà. Est-ce que tu t'es fixé un volume maximum? Tu te dis, allez, à tel volume, j'arrête de racheter? Non. Non? Ben, quand on fait des LBO, par exemple, on va faire un LBO, je pense, en 5-6 mois. On est en cours, on discute avec des gens. La personne, elle dit, j'aime votre système de racheter des boîtes. Donc, et si j'ai acheté mes boîtes pour eux, et qu'ils sont faits, nous, on attend. Donc, mais par contre, la France commence à être assez... l'Espagne, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel, l'Espagne. Moi, j'ai connu l'Espagne il n'y a pas longtemps, il y a un an, et j'adore l'Espagne. Il y a pas de choses. D'abord, l'agent de voyage est roi en Espagne. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. L'agent est roi en Espagne. Il y a une technologie qui est énorme en Espagne. C'est beaucoup plus, et c'est beaucoup moins cher en France. En Espagne, tu rachèteras un Théo ou un réseau d'agences? Un mélange de tout. Un mélange des deux. Christian, toi, tu as racheté aussi beaucoup de boîtes, là, 3 boîtes récemment, à nouveau. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que tu vas continuer sur cette phase de consolidation? Tu t'es fixé quoi comme objectif? Disons qu'on a atteint un bon point de départ pour la suite. Ouais. Naturellement, quand tu fais ça, tu attires en effet un flux de sociétés, soit d'entrepreneurs qui souhaitent rentrer dans un groupe, voir, finalement. Oui, bien sûr, ou alors des sociétés qui sont en effet en LBO, qui sont au bout de 4-5 ans et qui souhaitent passer à une phase suivante et pour lesquelles rentrer dans un groupe peut être intéressant. Donc oui, on reçoit on a un flux entrant important et on les analyse et on fera ça quand ça aura un sens, bien sûr. Donc on n'a ni limite, ni timing, voilà, on verra en fonction des opportunités, soit que nous-mêmes on se crée parce qu'on se dit que ça a un sens dans telle ou telle géographie ou telle technologie, d'ajouter ça à notre portefeuille de société, ou alors en effet un flux entrant et donc on se fixe rien de particulier, ni en timing, ni en taille. On verra bien ce qui se passera dans les prochains mois, prochaines années. Avant fin 2025 quand même, sans doute, non? Et après 2025, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Oui, ça ne va pas s'arrêter. Non, avant fin 2025, c'est unitaire, hein, c'est quelques-unes, donc c'est difficile. Ton taux de réussite peut être de 0. C'est comme tu peux faire dans un match 10 tirs et 0 but. Il y a des pays que tu regardes un peu plus précisément?
Hors de France, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Oui, choses. il y a beaucoup de choses. À l'Est, il se passe beaucoup de choses. En Espagne, c'est un pays où on a déjà acquis 2 sociétés qui ont un rayonnement mondial. Donc, ils ne sont pas particulièrement installés en Espagne, bien sûr, qui ont une position importante en Espagne, mais qui ont des clients dans des dizaines de pays. Donc, il y a en effet ces pépites dans certains pays, notamment à Majorque, hein, où il y a beaucoup de technologies, hein, et beaucoup de gens qui ont un rayonnement mondial de par la position et l'hôtellerie qui est très très forte à Majorque. Et oui, alors naturellement, on va pas forcément s'agiter tout de suite sur des boîtes qui sont, même si on reçoit des dossiers en Australie ou en Nouvelle-Zélande, naturellement, ça a moins de sens. Voilà, il faut pas se le cacher. Mais des choses en Europe, Middle East, aux États-Unis ou au Canada, voilà, sont des zones où on a déjà beaucoup de clients, et donc, ou Amérique du Sud. Et donc, voilà, on a déjà des positions fortes à travers les sociétés du groupe. Et donc là, ça a un sens de renforcer, mais il faut trouver à chaque fois la bonne société avec laquelle on est capable de faire beaucoup de synergies. C'est ça le critère essentiel au-delà de la santé financière, etc. Parce que ce sont toutes des entreprises qui se portent très bien, qui sont en croissance. Mais quelles sont les synergies qu'on peut faire ensemble? Sinon, ça a peu de sens d'être ensemble, en réalité. Si c'est juste pour faire une accumulation de logos sur un site, ça a peu de sens. Ton ambition, c'est de te dire, je vais devenir un des leaders mondiaux de la technologie du travel dans le tourisme. Ou ça te paraît... Dans le tourisme. Leader, je ne sais pas, c'est un mot que j'aime pas trop, mais référence, être une référence dans ce domaine, oui. Après, leader, c'est un mot... Parce que quand tu es leader, le problème, c'est que tu ne peux pas trop progresser. Tu peux que... Tu vois, le mot leader, c'est un mot que j'aime pas trop. Oui, en tout cas, tu veux t'installer quand tu es premier, parmi... tu peux pas progresser. Voilà, tu veux t'installer parmi les premiers. Oui, en référent, je préfère me dire que j'aimerais avoir des clients que je sers le mieux possible dans de plus de géographie. Voilà, ça sera déjà... C'est plus ça le sujet. Et pour cela, il faut en effet avoir une certaine taille, etc. Mais c'est plus ça l'ambition que de se dire je vais avoir un chiffre d'affaires plus gros que mon collègue qui fait 20% de moins ou 20% de plus. Voilà. Est-ce que tu te dis aussi, oui, mais j'ai mon voisin là qui est en train de grossir et il faut que je sois aussi plus gros pour pouvoir... Non, il faut que je puisse l'accompagner dans différentes géographies. S'il va en Espagne, il faut que je puisse l'accompagner. Et pour pouvoir lui tenir tête aussi. Non, parce qu'il n'y a pas forcément ce rapport. Il n'y a pas forcément ce rapport, non. Non, en fait, si tu veux, que tes systèmes sont tellement importants et critiques que si tu as une relation de tenir tête ou de fighter, ça se passe pas bien. S'il n'y a pas une relation de confiance forte, si tu fournis à quelqu'un, sans dévaloriser les photocopieuses, si tu fournis à quelqu'un des photocopieuses, au bout de... Voilà, en 2 mois, il peut remplacer toutes les photocopieuses, c'est pas dramatique. Si tu lui fournis des systèmes de réservation qui sont critiques, si tu es dans une espèce de fight, c'est un peu compliqué parce que voilà, le rapport est quand même un rapport très de proximité et de confiance extrêmement fort. En revanche, je me dis en effet comment, quelques semaines après l'acquisition d'Adcore en UK, qui équipe les principaux tours opérateurs en Allemagne, tout de suite, les patrons de ces tours opérateurs ont voulu me rencontrer pour savoir quelle est la suite, comment on peut les accompagner dans d'autres pays, déjà savoir qui avait acquis ces sociétés, donc quelle est notre vision des choses, est-ce qu'on est dans un cycle d'investissement, est-ce qu'on est là pour au contraire désinvestir, comment on peut les accompagner dans d'autres géographies, en Angleterre, en France, en Europe de l'Est, etc. Donc eux-mêmes ont besoin de partenaires, de confiance, sur lesquels s'appuyer pour grandir et pour améliorer leur profitabilité. Et c'est ça notre raison d'être en fin de compte. Ziad, tu vas continuer toi aussi à... Nous, on s'est mis une ambition d'être leader européen des solutions d'intégration pour le business travel, aussi bien pour les agences ou les TMC comme on les appelle, que le corporate. Quand vous savez que le marché est divisé en 3 entre l'Asie, les Amériques et l'Europe, il faut un acteur européen. Donc c'est cette position-là que nous avons décidé de prendre. On est passé d'un pays à 5 pays. On est en train de finaliser une acquisition sur l'Italie qui devrait être signée à la fin du mois. Parce que c'est un marché France-like il y a 10 ans, très fragmenté, beaucoup d'agences, beaucoup d'hôtelleries indépendantes. À partir du moment où ça sert cette ambition, on y va. Après, il vous manque aussi des briques technologiques. Soit du contenu hôtelier, soit des moyens de paiement qu'on regarde. Donc on regarde aussi de la technologie. Et pour finir, comme on sait que l'Angleterre est sortie du marché, on a une ambition et on est en train de regarder également une cible sur le marché UK qui ferait la passerelle avec le marché américain. Donc on reste sur cette vision d'intégrer
une nouvelle entité par an. Une nouvelle entité par an. Oui, Ouais. c'est la marche à suivre. Morgane, pour conclure, c'est vrai que c'est intéressant quand même ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, les acteurs de la consolidation sur le marché français étaient plutôt des grands acteurs européens, allemands, c'était TUI, c'était Thomas Cook, hein, qui venaient en France pour consolider. Or là, on voit qu'on a 3 groupes français qui sont, eux, des acteurs de cette consolidation. C'est assez nouveau, hein, ça quand même. Oui, c'est nouveau, mais c'est tout à fait mérité. Parce qu'on a en France un réservoir. Déjà, on a un marché domestique qui est fort, qui permet d'avoir des acteurs d'une certaine taille, qui ont une rentabilité, qui ont une assise importante. Donc on est porté par un marché domestique fort, ce qui est la chance extrême des États-Unis dans tous les domaines de la consommation. Ils ont un marché domestique énorme, ça crée beaucoup de rentabilité, du coup ça leur donne les moyens de s'étendre géographiquement. Donc nous, on a dans notre petit marché du tourisme, on a des acteurs qui sont forts sur leur marché domestique et qui ensuite, avec un savoir-faire, notamment de culture de produits, de culture de solidité dans la technologie notamment, permettent de créer des entreprises de grande solidité qui sont des bons socles. Après, il faut avoir les entrepreneurs qui ont l'ambition. Et ça, je trouve que c'est pas nouveau. On a toujours eu en France, on a toujours invité beaucoup de concepts. On a eu des entrepreneurs qui ont été des fers de lance du tourisme. Mais là, on a, je trouve, une période incroyable avec des acteurs comme Travelsoft, CDS, qui ont une capacité à devenir des leaders européens. Ils le sont peut-être déjà, voire mondiaux. Et ça pour le coup, je trouve que c'est un peu nouveau, cette ambition mondiale. On était toujours le consolidé en France. On crée des entreprises qui étaient rachetées par les Américains. Là, on ne va pas les racheter tout de suite des Américains, mais on peut faire jeu égal à une durée assez longue. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que les cycles financiers sont de 4-5 ans que les entrepreneurs se limitent à ces cycles financiers. Vous avez des entrepreneurs qui se projettent probablement à 10 ans. Oui, totalement. Est-ce que c'est exactement la même position, le même pourcentage capitalistique? C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est la projection à 10 ans parce qu'il faut beaucoup de temps pour réussir ces consolidations et ces empreintes mondiales. Morgane, est-ce que la technologie, ils en ont parlé beaucoup, Ziad et Christian notamment, et puis on voit que Laurent commence à s'y intéresser. Est-ce que la technologie peut être un facteur, un accélérateur de cette consolidation ou pas? Oui, absolument, parce que on a notamment, vous avez dans la technologie, vous avez tout, vous avez donc le logiciel, et puis le logiciel est en train d'accélérer puisque vous avez maintenant l'intelligence artificielle qui vient pénétrer quasiment tous les processus de toutes les entreprises mondiales. Maintenant, ça ne remplacera jamais l'expérience. Donc, il y aura un moment dans le tourisme, de manière plus massive, la pénétration de l'intelligence artificielle qui existe déjà. L'IA, c'est juste un nouveau mot sur des concepts qui sont déjà utilisés. Quand on fait du logiciel, on est dans des algorithmes qui améliorent des process. Donc, il n'y a pas d'innovation absolue dans le tourisme avec l'IA. En revanche, ça va accélérer un certain nombre de tâches. Voilà, ça c'est sûr. Donc oui, je pense que la technologie, les entreprises françaises peuvent rayonner au plan mondial par la technologie et on a les acteurs qui sont les mieux armés. Dernière question, parce que je sais que vous aviez un avion à prendre et que vous êtes un peu pressé, mais juste une dernière question. On a évidemment ce risque climatique aujourd'hui. Le réchauffement climatique, les entreprises du tourisme sont forcément exposées à ce risque climatique. Est-ce que ça peut être comment vous, en tant qu'intermédiaire et en tant qu'accompagnateur d'investisseurs, comment vous voyez ce risque climatique quand vous menez ce type d'opération? Oui, je le vois. Enfin, je le vois pas encore très bien. Moi, j'avoue que je ressens pas moi l'angoisse absolue. On a l'Atlantique qui a perdu 1 degré cette année. Donc voilà. Donc dans le réchauffement climatique, on a les océans qui refroidissent légèrement. Donc effectivement, c'est une préoccupation. Je pense qu'elle est notamment. Alors moi, j'ai souvent la casquette investisseur. Elle est souvent bien présente dans les standards ESG des investisseurs, que ceux qui vendent eux-mêmes à leurs propres donneurs de fonds. Bon, c'est une composante. Moi, j'en fais pas une composante majeure. Je pense que on est dans des méga trends qui poussent le marché. Le tourisme est une industrie qui doit devenir de plus en plus responsable, limiter de plus en plus son empreinte carbone, mais l'innovation est en route. Donc on parle de l'innovation dans la technologie, mais on parle aussi beaucoup de l'innovation dans les modes de transport,
Voilà. Donc on a un tourisme de plus en plus responsable, mais je pense que ça n'enraye pas la machine de croissance du tourisme. Donc oui, il y a ce phénomène, mais pour moi, c'est pas un phénomène dangereux à longue échéance. Ouais, en tout cas, ce que vous pensez est sans doute le reflet de ce que pensent les investisseurs, hein, certainement. Donc il n'y a pas de risque, en tout cas, identifié comme tel. Alors, on peut avoir quand même des investisseurs qui disent « je n'investis plus dans le tourisme parce qu'on prend l'avion ». Voilà. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est pas très réfléchi comme réaction. Hein, donc, mais trop radical. Ouais, c'est très radical et puis c'est très partiel. Voilà, parce que le tourisme peut être pris assez facilement comme un pollueur principal, alors que c'est évidemment un pollueur, mais moins que d'autres industries. Donc voilà, il faut être mesuré dans son jugement. Mais on est très vigilant. Bon, en tout cas, messieurs, un grand merci. C'était passionnant de vous écouter. C'est un sujet qu'on traite pour la première fois sur le salon IFTM. J'espère qu'on le retraitera à nouveau parce qu'il y a encore 1000 choses à dire. Et puis, on vous souhaite évidemment bon courage dans vos recherches d'entreprise, dans vos acquisitions futures. On va regarder ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.